Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'une des destinations les plus tendances du moment, symbole du lifestyle, surfeur, Instagram et digital nomade. Donc je vous amène à Bali. Avec pas n'importe qui, puisque je suis avec Sukartana, guide francophone passionné de son île, pour parler de la culture balinaise que finalement, avec cette image du tourisme de masse et des photos Instagram, on ne connaît pas si bien. Alors Sukartana, bonjour, comment ça va ? Bonjour Elise, ça va très bien et puis merci d'avoir organisé ce podcast concernant sur la culture balinaise, quoi. Avec plaisir, je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui en plus c'est la première fois qu'on va parler de Bali sur ce podcast. Puis c'est une destination qu'on ne connaît pas si bien que ça, donc on va essayer d'en apprendre un peu plus sur votre culture. Du coup, moi ma première question avant même de parler de la culture balinaise, ce serait qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir guide francophone ici à Bali ? Je m'appelle Wayan Sukartana, Iwayan Sukartana. Je suis balinais. Je suis né dans un petit village du côté Sidemen, pas très loin du volcan sacré de Bali qui s'appelle le volcan Agung. Je travaille comme guide depuis maintenant presque 15 ans. Donc, je travaille comme guide francophone parce qu'en fait, à l'époque, le guide francophone est très demandé et très recherché à Bali. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup des Balinais qui parlent français. Et pourtant, il y avait beaucoup de Français qui voyageaient ici à Bali. Et où est-ce que vous avez appris le français ? Moi, j'avais appris le français à l'Alliance française qui donne que des cours de langue, des cours de français. Parce qu'à Bali, il n'y a pas des écoles ou des universités pour apprendre le français. Ou sinon, il faut aller ailleurs comme Jakarta ou des villes plus importantes. Donc, à Bali, l'Alliance française, c'est vraiment l'endroit où les Balinais apprennent le français pour peut-être travailler avec une société française ou pour travailler dans le tourisme comme guide ou sinon dans un hôtel. Maintenant, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bali, donc, c'est une île où le tourisme de masse est plutôt présent. On parle d'environ 3 millions de touristes pour 4 millions d'habitants. Donc, le ratio est vraiment énorme. Mais bon, en même temps, Bali, ça fait quand même rêver avec les plages, les volcans, les rizières, les forêts. Enfin, tous les éléments vraiment sont réunis pour passer des vacances vraiment au paradis. Mais du coup, tout ça, c'est pas sans conséquence pour l'environnement et puis les Balinais. Et ça vient un petit peu occulter le Bali authentique, le Bali des habitants. Et finalement, en France, donc, on n'en entend pas souvent parler. Et moi, personnellement, donc, je suis jamais allée à Bali. Et du coup, je suis plutôt curieuse de découvrir cette île en dehors de tous les clichés que j'en ai. Du coup, en quelques mots, la culture à Bali, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que vous pensez que le tourisme, il vient menacer un petit peu la culture balinaise comme on l'entend souvent dans les médias ? Donc, la culture balinaise est une culture très riche et unique. Bali, c'est une seule île hindouiste dans l'Indonésie parce que le reste de l'Indonésie, c'est plutôt musulman ou plutôt chrétien. La culture balinaise est exprimée à travers des fêtes religieuses comme des cérémonies. Et les Balinais sont très pratiquants, très croyants, avec des festivals d'art, des artisans vieux de plusieurs siècles, de la musique traditionnelle comme les gamelans, de la danse traditionnelle et de la langue aussi, parce qu'à Bali, nous avons une langue qui est parlée, qui s'appelle la langue balinaise, et tout ça, ça transmet de génération en génération. Et est-ce que le tourisme, le tourisme de masse à Bali, pour vous, c'est plutôt une menace à la culture balinaise, ou au contraire, ça permet de la transmettre et de la partager ? C'est vrai que depuis, même avant, depuis aussi l'existence par exemple, des réseaux sociaux, donc il y a beaucoup des voyageurs, des touristes qui visitent Bali, mais après, Bali, en fait, même si c'est une petite île, mais il y a des diversités de paysages, des endroits à voir, à visiter. Par exemple, c'est vrai que dans le sud de Bali, c'est là la région, l'endroit le plus touristique. On peut dire que voilà, c'est là où il y a le tourisme de masse, comme la ville Kuta, Seminyak,
Nusa Dua, où c'est là où il y a les grands hôtels, les grands resorts. Et là, c'est possible d'accueillir vraiment des groupes. Surtout, par exemple, il y a des Chinois, surtout beaucoup des Asiatiques qui voyagent en groupe. Mais sinon, dès qu'on quitte la partie sud de Bali, par exemple, côté de l'Est, le centre, nord, l'Ouest, etc., c'est là où il y a le vrai Bali ou le Bali authentique. Vraiment, on passe vraiment dans des petits villages, des rizières, des montagnes. On rencontre avec des peuples, des Balinais qui sont vraiment très accueillants. Et puis, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle aussi des éco-tourismes. Dans ce cas-là, vraiment, ils respectent l'environnement, la nature. Par exemple, les Balinais, ils proposent les homestays ou sinon dormir chez l'habitant et puis vraiment découvrir la vie locale. Voilà. Donc, on peut dire que voilà, il y a le tourisme de masse, mais il y a vraiment encore des endroits, des sentiers battus à visiter, à découvrir dans Bali. Voilà. Ok, ouais, il y a deux types de tourisme à Bali. Exactement, exactement. Ok. Et vous, donc vous êtes guide francophone, donc vous travaillez au quotidien avec des touristes français, belges, francophones. Ça va être quoi les différences culturelles que vous avez remarquées qui marquent généralement les Français quand ils arrivent à Bali? En fait, c'est vrai qu'entre la culture orientale et occidentale est complètement différente. Voilà. Donc nous, à Bali, en fait, comme les Balinais sont très accueillants, souriants, et surtout dans la culture balinaise, parce que l'hindouisme de Bali est très présent, très pratiquant. Et donc, nous, les Balinais, on aime bien de partager nos connaissances de culture, par exemple la culture balinaise, et aussi les coutumes traditionnelles, parce que à travers des cérémonies, des fêtes religieuses, donc ça, c'est encore très présent. Donc, c'est ça peut-être qui fait la différence entre Bali et, on peut dire que l'Europe, la France ou la Belgique, on voit peut-être moins actuellement des fêtes religieuses ou sinon des cérémonies ou la religion, tout ça. Et tandis qu'à Bali, c'est vraiment très présent. Et puis, chaque jour, il y a toujours des cérémonies destinées à tel dieu, à tel élément. Donc, à Bali, vraiment, la cérémonie, on peut dire que notre vie est attachée par la cérémonie, par la religion hindouiste. Et d'ailleurs, Blandine m'a indiqué que vous sortiez donc de 10 jours de célébration, Galungan et Kunungan, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Galungan et Kunungan, ce sont des cérémonies ou des fêtes les plus importantes pour l'hindouisme de Bali. Le Galungan et Kunungan, en fait, c'est pour commémorer ou sinon pour célébrer la victoire Dharma contre Adharma, ou le bien contre le mal. Donc à Bali, le bien et le mal, c'est vraiment très important. Dans l'hindouisme de Bali, ça s'appelle Roi Bineda, où les Chinois disent c'est le yin et yang. Donc il existe les deux. Donc ce jour-là, nous faisons des grandes cérémonies dans les temples familiaux, parce que nous, dans chaque maison, nous avons un temple, ce qu'on appelle le temple familial. C'est là qu'on vénère les divinités, les dieux, en même temps, c'est là qu'on vénère nos ancêtres. Donc le jour de Galungan, en fait, en même temps, toutes les divinités, tous les dieux descendent, et puis nous devrons offrir des offrandes pour les dieux et les divinités. Et dans ce cas-là, tous les temples, tous les rues sont décorés en tissu blanc et jaune, et aussi devant la maison balinaise, nous fabriquons ce qu'on appelle un pendior. Un pendior, en fait, c'est un bambou tout décoré avec des fleurs, avec des feuilles de palmier qui représentent le volcan ou la montagne sacrée, et en même temps, ça représente aussi le dragon protecteur qui s'appelle le dragon Basukian. C'est-à-dire qu'au moment de la cérémonie, tout le village, toutes les maisons balinaises sont protégées par le dragon Basukian, le dragon protecteur. Et 10 jours après Galungan, ça s'appelle la fête de Kuningan. Donc la fête de Kuningan, en fait, on peut dire qu'aussi c'est le retour des dieux, le retour des ancêtres vers l'origine, vers le ciel. Donc en fait, vraiment pendant ces 10 jours-là, qu'il y a des cérémonies, des fêtes partout sur Bali. Et le blanc et le jaune, ça a une signification particulière? Le blanc et jaune, ça signifie de la purification, de la pureté. Tandis que le blanc et noir,
ça signifie la dualité ou le bien et le mal. Ah oui, ok. Un peu comme sur le yin et le yang. Exactement, exactement. Voilà. D'ailleurs, donc en parlant de spiritualité, de religion et de tradition, Bali, ça devient vraiment une destination pour le tourisme spirituel, les gens qui viennent pour faire des retraites, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce développement de ce tourisme-là. C'est vrai que Bali propose des différents types de vacances ou sinon de visites. Et donc, ceux qui veulent apprendre ou pratiquer la spiritualité peuvent passer leurs vacances à Bali en pratiquant le yoga, la méditation ou d'autres activités spirituelles. Par exemple, aller faire une purification dans une source sacrée ou rendre visite à un chaman ou sinon un prêtre pour nous faire une cérémonie de la bénédiction, de la purification. Donc pour nous, c'est quelque chose de positif parce que ça permet aussi de préserver nos traditions et nos cultures et aussi de montrer que voilà, la présence de l'hindouisme à Bali est très importante. Donc en fait, le voyage spirituel, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on apprécie beaucoup ici. C'est intéressant parce que j'avais lu un article d'un journal français qui donc parlait de tourisme spirituel et des touristes qui assistaient aux rituels religieux balinais. Et il disait qu'il y avait une gêne des Balinais à voir ces touristes pendant leur cérémonie. Après, voilà. Après, ça dépend aussi. Est-ce que ces touristes-là sont accompagnés par vraiment spirituel ou sinon quelqu'un local qui connaisse bien aussi la spiritualité balinaise parce qu'il faut quand même, il y a le respect. Voilà. Donc là, tant qu'il y a le respect, tout se passe bien. Donc nous, dès qu'il y a des cérémonies, des rituels, tout le monde est bienvenu. Au moment que tout le monde respecte notre culture, notre cérémonie, voilà. Et comme ça, tout se passe bien. Merci. Et un autre aspect qui est bien connu de la culture balinaise, c'est la danse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des différentes danses traditionnelles de Bali qu'on peut découvrir? En fait, la danse balinaise, à l'origine, ça vient de Java. La religion, ou sinon la culture balinaise, c'est vraiment un mélange entre la culture des autochtones balinais et la culture hindou-javanais. À Bali, la danse est liée avec vraiment la religion. Ça prend vraiment un rôle important dans la société balinaise. Donc, à chaque fois qu'il y a en fait des cérémonies importantes dans un temple ou sinon dans une maison, on fait toujours de la danse balinaise. Mais après, nous avons quand même des différentes sortes de danse. Il y a ce qu'on appelle la danse wali ou la danse sacrée. Donc là, on peut simplement voir dans des temples, dans les cérémonies importantes. Et la deuxième, c'est la danse bali-balihan ou la danse profane. Donc, dans ce cas-là, on peut la voir, on peut assister cette danse-là, par exemple, dans les lieux comme aller dans les hôtels, dans les restaurants, ou sinon aussi dans un événement, mais il n'y a pas lien avec la cérémonie. Donc en fait, nous avons vraiment des différentes sortes de danses où on peut profiter un peu partout. Et après, les danses balinaises sont toujours accompagnées par la musique traditionnelle, donc ce qui s'appelait gamelan. C'est des instruments de musique qui sont joués par plusieurs personnes et puis c'est vraiment pour accompagner de la danse ou simplement une cérémonie. Là, on a parlé de la danse, on a parlé un peu donc de la religion et des traditions. Si on parle de la gastronomie, puisque pour les Français, c'est souvent la partie préférée de la découverte des cultures en voyage. On adore découvrir les gastronomies du monde. Et Bali, c'est très connu pour les rizières. J'avais vu qu'il y en avait certaines qui étaient même classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et qu'est-ce que ce serait une journée dans l'assiette d'un Balinais, un repas typique à Bali, une journée typique En fait, il y a le riz, les rizières, parce qu'en fait, à Bali, il y a partout des rizières, surtout au pied du volcan, dans les petits villages. Il y a vraiment des rizières en terrasse qui sont vraiment magnifiques. Et puis, cette culture de riz existe depuis le 11e siècle. C'est pour ça qu'à Bali, il y a une rizière qui s'appelle Jati Lui, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
parce que c'est la plus ancienne et puis c'est là qu'il y a la plus belle rizière en terrasse parce que c'est situé au pied du volcan. Et puis le travail dans les rizières, c'est un travail, on peut dire dur, physique, et puis, mais comme le riz c'est l'alimentation de base, donc les baleiniers continuent à travailler dans les rizières pour produire le riz, parce qu'il faut quand même que les baleiniers, sinon suffisant du riz pour la consommation. La gastronomie balineuse est aussi très riche, très savoureux, parce que nous utilisons vraiment beaucoup des épices frais qu'on trouve vraiment, qui poussent vraiment partout sur l'île, parce que la terre balinaise est vraiment une terre fertile, c'est la terre volcanique, donc tout pousse. Ce qu'on mange tous les jours, sinon le plat le plus typique de Bali, ce qu'on appelle le nasi campur. Nasi, c'est-à-dire riz, campur, c'est-à-dire mélangé ou garni. En fait, dans l'assiette, il y a toujours du riz blanc et bien garni avec différents accompagnements. Par exemple, il y a toujours du poulet ou sinon de la viande avec. Il y a des légumes, des cacahuètes, du tofu. Voilà, c'est vraiment tout mélangé en même temps. Mais après, nous avons aussi un repas de fête, ce qu'on appelle aussi le babi guling. Le babi guling, en fait, c'est un cochon rôti à la broche. Je pense qu'il y en a partout. Mais à Bali, c'est vraiment à l'occasion de fêtes qu'on mange vraiment le babi guling. Parce que en même temps, les Balinais, au moment des fêtes, on mange aussi en même temps avec toute la famille. Donc le babi guling, c'est plutôt un repas de fête. Et après, nous avons aussi le plat national. Le plat national qui s'appelle le nasi goreng. Et donc ça, c'est vraiment un plat qu'on en trouve dans toute l'Indonésie, même aussi à Bali, dans tous les restaurants. Nasi, c'est riz, goreng, c'est frit, ou le riz sauté ou le riz frit. Donc c'est toujours à base de riz, mélangé avec des épices, des légumes et aussi du poulet, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle le nasi goreng, ou vraiment le plat national. Et donc vous mangez 4 fois par jour. C'est pas comme en France avec le petit déjeuner qui est sucré, après le repas du midi, le repas du soir vers 19h. En fait, à Bali, on mange quand on a faim. Donc il n'y a pas d'heure vraiment. Et dès le matin, le petit déjeuner, c'est du riz. Donc du riz avec de la sauce piquante, avec des légumes ou sinon de la soupe. Donc ça, c'est nos petits déjeuners. Donc des fois, on mange que ça pendant toute la journée. Vraiment, on mange quand on a faim. Donc à Bali, les restaurants, ou ce qu'on appelle les warung, vraiment les petits restaurants, ouvrent toute la journée. Des fois, c'est 24 sur 24 parce qu'on mange quand on a faim. Ok, bah c'est pratique comme ça au moins. Voilà, c'est ça. Pas de règles. C'est ça. On va parler d'un autre aspect aussi qui est connu internationalement de la culture balinaise, c'est l'artisanat. Parce qu'on entend souvent parler de meubles faits à Bali, de construction en bambou de Bali, etc. Enfin, c'est vraiment un savoir-faire qui est très réputé. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Okay. Donc, les Balinais, ils ont des connaissances très multiples, on peut dire. Ils sont très doués en artisanat. En fait, à Bali, on en trouve presque tous les types d'artisanat. Par exemple, des meubles, ou sinon des statuettes en bois, des bijoux en or ou en argent, ou sinon bien de la peinture. C'est dans la tradition, dans la culture balinaise qu'on fabrique par exemple de l'artisanat, parce que c'est pas que uniquement pour décorer des maisons, mais aussi des temples. Par exemple, à Bali, tous les temples sont tous décorés avec des statues en pierre bien travaillées qui représentent les dieux et les divinités. Et les temples balinais, c'est souvent aussi sculpté et puis des dorés. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de la culture, sinon de la culture ancestrale des fois, on peut dire. Voilà. Et puis de savoir-faire, par exemple, de l'artisanat à Bali, ça continue et puis ça transmet des fois de génération en génération, de père en fils. Par exemple, à Bali, il y a des villages spécialisés pour certains artisanats. Par exemple, à Bali, nous avons un village qui s'appelle le village Mas. Donc ça, c'est un village spécialisé dans la sculpture sur bois. Donc c'est-à-dire que presque 80% des villageois de Mas, ils continuent à fabriquer, à produire des statues en bois. Il y a le village Celuk qui fabrique des bijoux, c'est-à-dire que les villageois de Celuk, ils font que ça. C'est vraiment leur ressource principale, travailler sur
l'argent ou sinon bijoux. Après, il y a le village Ubud ou Batuan, c'est connu pour la peinture, c'est pour ça qu'à Ubud, il y a des musées de la peinture. Est-ce que le tourisme, ça ménage par exemple l'artisanat? Non. En fait, c'est le contraire. C'est grâce au tourisme aussi que l'artisanat de Bali est connu dans le monde entier. Et aussi, c'est notre façon aussi de préserver ce métier ou ce savoir-faire. Parce que s'il n'y a pas de touristes, on ne vend rien ici. Parce que c'est les touristes qui achètent. Et après, en même temps, c'est un souvenir typique du pays, de Bali, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. J'ai déjà vu un peu d'artisanat balinais et c'est vrai que c'est vraiment très beau. Ouais, c'est ça. Beaucoup de travail, très raffiné et puis très joli. Bon voilà, donc là on a parlé je pense des points principaux de la culture balinaise, enfin du moins ceux qui nous viennent à l'esprit en premier quand on pense à Bali, donc religion, tradition, gastronomie, danse et puis artisanat. Donc forcément on n'a pas pu parler de tout, j'imagine qu'on a oublié des choses. Du coup là je vous laisse la parole un peu libre. Si vous avez quelque chose à ajouter concernant la culture balinaise que vous aimeriez partager, auquel j'ai pas forcément pensé, si vous avez un petit peu des fun facts à nous partager sur la culture balinaise ou des anecdotes à raconter, etc. C'est un peu le moment libre. Si vous savez que 87% de la population indonésienne sont des musulmans. Voilà. Ce qui signifie que l'Indonésie est la plus grande population musulmane dans le monde entier. Voilà. Mais Bali, c'est une petite île avec 85% des Balinais qui sont hindouistes. Voilà. Et donc Bali, c'est la seule île hindouiste de l'Indonésie. Et puis après, il faut savoir qu'à Bali, nous parlons 2 langues. Donc il y a 2 langues officielles. Il y a le balinais, qui est parlé par les Balinais, et c'est un peu comme le patois ou sinon la langue locale de Bali. Et après, il y a l'indonésien. L'indonésien, c'est la langue officielle ou la langue nationale. Et après, il y a la 3e langue, anglais. Parce que Bali, c'est aussi une île touristique, donc presque tous les Balinais savent parler anglais. Donc à Bali, les Balinais parlent le balinais. Et puis, entre les Balinais et les autres Indonésiens, on parle Bahasa Indonesia. C'est la langue nationale, parce que dans l'Indonésie, il y a 750 dialectes. 750 langues différentes. D'accord, oui, c'est beaucoup. Oui, parce que chaque ethnie a sa propre langue. Par exemple, à Java, c'est une grande île, mais il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues. Et donc, avec des différentes ethnies, si on parle notre propre langue, on ne se comprend pas. Parce que c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'indonésien qui regroupe toutes ces langues et pour pouvoir se parler avec différentes ethnies de l'Indonésie. J'ai une amie elle a étudié l'indonésien à la fac et là elle a déménagé à Lombok. Elle s'est mariée avec quelqu'un de Lombok et du coup elle parle indonésien et là elle apprend la langue de Lombok. Je sais pas comment elle s'appelle mais ça s'appelle. Oui, c'est pas différent. Bon, on va conclure l'épisode. Avant ça, j'aimerais savoir, donc vous êtes guide francophone, donc comment on fait pour voyager avec vous à Bali? Depuis quelques années, je travaille pour Best of Tour Indonesia, en même temps aussi avec Télétravel. Si vous souhaitez de voyager à Bali ou même en Indonésie, n'hésitez pas de contacter Best of Tour Indonesia et Télétravel. C'est une agence qui propose des voyages authentiques liés à un tourisme responsable, durable, propose vraiment des séjours particuliers, surtout pour les digital nomades. Et ça permet d'apprendre vraiment la culture balinaise, ou la langue balinaise, ou la langue locale, et ça permet aussi de travailler en distance. Voilà. Ouais, c'est du télétravail à Bali. Télétravail à Bali. Ok, c'est intéressant, on mettra tout ça du coup dans la description de l'épisode. Du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, pour parler de Bali. J'ai appris plein de choses et du coup, j'imagine que les auditeurs aussi.
Merci à vous aussi, et puis d'avoir organisé ce podcast. Et puis ça permet aussi de moi de présenter la culture balinaise et puis Bali en globalement, voilà. En tout cas, merci et encore. Juste avant de clôturer, je parle aux auditeurs. On a changé le jour de publication de nos podcasts. Donc maintenant, ils vont sortir les vendredis. Donc je ne vous dis plus à dimanche prochain, mais à vendredi prochain. Ce qui ne change pas, par contre, c'est que, comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Au revoir. Merci beaucoup, Ellie.